chez les groupes ITS Formation Continue. Moi, je le découvre. Jean-François en connaît beaucoup dans l'Assemblée. Vous allez faire connaissance aujourd'hui avec nos invités. En 2 mots, je représente le groupe ITS Formation Continue, ensuite le directeur. On travaille aujourd'hui chez GS Formation Continue sur des activités d'accompagnement des équipes RH. Et puis, GS Formation Continue, on a parlé avec certains anciens tout début de la pandémie, il y a plus de 45 ans, dans l'accompagnement des équipes et des managers de la fonction ressources humaines, avec un credo, ceux qui ont eu l'occasion de participer à nos événements, et qui fait le lien ce matin avec le sujet qu'on va évoquer, c'est que voilà, une forte conviction qu'il n'y a pas de performance sociale sans performance économique de l'entreprise et vice-versa. Il n'y a pas non plus de performance économique sans performance sociale. Et qu'il y a donc un équilibre entre les parties pour arriver à engager les collaborateurs, partager la richesse. Et la fonction qui, dans l'entreprise, a la priorité pour accompagner ce sujet, ça reste bien la fonction ressources humaines. Et notamment tout ce qui est la partie des directeurs des responsables des relations sociales. Donc ça, c'est notre créneau de départ. Et à partir de là, chez IGS, c'est vrai qu'on s'est embarqué sur la fonction ressources humaines. Et puis petit à petit, on a accompagné un tas d'autres métiers dans les fonctions support. Aujourd'hui, on a une école de commerce qui accompagne les commerciaux, on a une école de finance, on a une école de journalisme, on a une école de communication, on a une école d'immobilier, on a une école tournée vers les métiers de management international. Et puis, donc, toutes ces activités-là sont organisées par pôle d'expertise, un pôle étudiant, un pôle apprentissage et un pôle formation continue que j'ai le plaisir de diriger. Voilà, alors, sans plus attendre, Jean-François, je vais te laisser parfait, merci. Demain de mettre les débats du jour. Avec grand plaisir. Donc, Jean-François Guillot, Cardinal Sud, on a un métier simple. On a tenté l'oxymore absolu, qualité sociale en France. C'est-à-dire, vous avez qualité de service, qualité client, qualité industrielle. Comment faire pour promouvoir et installer la qualité sociale dans l'entreprise. Ça veut dire 4 choses pour nous. Premièrement, quel est le type de stratégie sociale qui va avec la stratégie de l'entreprise. Exemple, vous avez un entrepôt logistique qui doit changer d'horaire de travail parce qu'il y a un boom des ventes Internet, donc maintenant il faut travailler la nuit. Ben, si vous n'avez pas de relation correcte, voire constructive avec les syndicalistes, ça ne se fera pas et donc l'entreprise sera fondamentalement impactée. Deuxième élément, dès lors, quel type de relation doit-on instaurer avec les délégués syndicaux, les élus CSE, je distinguerai aussi les élus CSSCT, et puis enfin, les représentants de proximité lorsqu'il y en a. Troisième élément, qu'est-ce qu'on assigne comme mission au manager dans ce cadre-là? Parce qu'il a forcément un rôle à jouer, sachant que jusqu'alors, on n'a pas beaucoup demandé, sauf dans des entreprises sous très forte pression client. Par exemple, les équipementiers automobiles sont eux qui ont très clairement ouvert la voie en matière de qualité sociale sur le terrain pour le manager. Et puis, quatrième élément, après donc la stratégie, le type de relation, le manager, qu'est-ce qu'on raconte au personnel pour qu'ils comprennent quel est l'intérêt du dialogue social et qu'ils comprennent également bien qu'il y a des syndicalistes qui négocient, des proximités qui font leur boulot pour arranger la vie au quotidien et que ceci donne des résultats concrets à travers des accords dont ils bénéficient, qu'ils soient adhérents ou pas. Je suis toujours agacé lorsqu'on m'explique que les syndicalistes ne représentent rien en France, quelques pourcents des salariés. Évidemment, c'est plus facile au Danemark ou en Suède d'avoir 60-70% de syndiqués. Ce n'est pas que le viking soit social, communautaire et généreux par nature, c'est surtout que s'il n'est pas adhérent d'un syndicat, il aura du mal à bénéficier des avantages qui sont négociés par ce syndicat, n'est-ce pas Nicolas? Je confirme. Voilà, donc ne confondons pas le nombre d'adhérents au syndicat France avec leur importance réelle. Et de toute façon, même si vous n'y croyez pas, le droit social français et européen fait tout pour agrandir chaque jour le poids dans le dialogue social des syndicats, puisque c'est réalisé par un syndicaliste de type nordique, européen, sachant que nos syndicalistes ont fort peu de poids à Bruxelles, malheureusement. Alors, vous voyez nos invités. Donc, je démarre forcément par Gaëlle, directrice des relations sociales de Sephora. Bonjour. Nicolas Farini, qui est donc secrétaire général de la Fédération des employés 4 forces ouvrières service. Fédéral.
Exactement. Bonjour. Et puis, Frédéric Laverchil, directeur des relations sociales, des affaires sociales, groupe Société Générale. Bonjour à tous. Alors, l'actualité sociale, vous l'avez lu, j'insiste pas trop là-dessus. 2-3 éléments quand même importants. Certes, la croissance de l'inflation se ralentit. Néanmoins, l'impact demeure. Et on met du temps en France à avaler, à digérer tout cela. Vous avez également l'impact du Covid, le télétravail. Je suis frappé dans nos missions aujourd'hui, il y a encore des entreprises, on dit oui, mais eux, pendant le Covid, ils n'ont rien fichu, ils étaient chez eux en vacances pendant que nous, on travaillait. Toutes ces plaies demeurent et ne sont pas encore cicatrisées. Et puis, vous avez quand même des conflits sociaux durs, conflit vers Baudet, par exemple, 2 mois et demi de grève, 100% des revendications satisfaites. La nouvelle secrétaire générale de la CGT qui a marqué de son empreinte médiatique ses débuts. Vous avez ce côté conflictuel qui demeure toujours très présent potentiellement, auquel il faut faire attention. Et puis, ça nous amène à nos 2 questions de fond. Finalement, comment faire que le social devienne un levier de performance ou soit plus un levier de performance, ce qu'on peut faire beaucoup mieux en France. Trop souvent, on a subi le social, ou on l'a ostracisé, ou on a essayé de le combattre. Combattre un fleuve, c'est difficile. Alors certes, on peut mettre un barrage, mais il faut bien que l'eau s'écoule. Donc le social, pour nous, est une nécessité. C'est naturel. La question devient comment le transformer en levier de performance. Et c'est certainement pas en s'y opposant bêtement. Et puis ensuite, les risques sociaux. Donc ce qui veut dire que nos convictions partagées par l'IGS et par Cardinal Sud, par Damien et moi notamment, la qualité du dialogue social, on va voir tout de suite de quoi il s'agit. Je vous ai préparé des schémas que certains d'entre vous connaissent déjà. Le premier, c'est le losange de l'équilibre social. Vous avez les 4 acteurs classiques, l'équipe de direction, les managers, ligne managériale, tout ce qui est le pôle syndical social et les collaborateurs qui sont chez le client, qui sont des salariés au siège, donc soit au siège, soit chez le client, ça dépend des types d'entreprise. Et puis, vous avez les 4 relations classiques entre les acteurs, directeur, manager, évidemment, c'est les consignes de production, de vente, ce que vous voulez, de sécurité. Les consignes entre les managers et le terrain, très bien. Puis de l'autre côté, vous avez bien tout ce qui est relations institutionnelles, équipe de direction, pôle social, et puis pôle social, collaborateur. Ça, c'est l'idéal quand tout fonctionne bien. C'est totalement équilibré, avec bien sûr 2 types de dialogue social. Celui du haut, c'est plutôt le dialogue social de nature institutionnelle. Celui du bas, c'est plutôt le dialogue social opérationnel. Bien souvent, ce qui se passe, et je vais y passer à côté, pardon, voilà, c'est ça, c'est le fait que, pour des tas de raisons, soit les consignes de la direction, soit la pression syndicale, soit le fait que les managers ne veulent surtout pas s'en occuper pour des raisons culturelles, eh bien, les encadrants sortent du social, on est bien dans le social, il ne reste plus qu'un triangle, c'est-à-dire l'équipe de direction, les syndicats qui sont mis au milieu, soit volontairement, soit involontairement, mais ils se retrouvent là. Et puis les collaborateurs qui deviennent ceux avec qui finalement tout le monde essaie de discuter du social, sauf les managers. Et vous vous retrouvez à la fin avec une ligne droite, direction, syndicaliste, collaborateurs. Et ce n'est pas la meilleure manière d'avoir un équilibre social, puisque, comme on dit chez Force ouvrière, qui est, je crois, le seul syndicat à l'utiliser, vous êtes un contrepoids et non pas un contre-pouvoir. Alors tous les autres parlent de contre-pouvoir, on est bien d'accord. Ça nous amène à cet enjeu de rétablir ce losange, et pour cela, nous avons, merci bien, ce qu'on appelle le cercle vertueux du dialogue social. Autrefois, il y a quelques années, ça rappellera des bons souvenirs à quelques-uns, ça c'était la boîte noire du dialogue social, réservée aux dangereux maniaques que sont les délégués syndicaux et les directeurs des relations sociales. Ils sont entre eux et qui pondaient des accords que personne ne connaissait, dont personne n'entendait parler, mais qu'il fallait appliquer. Des accords pourtant bien ficelés, 25, 30, 50, 80 pages, qu'on envoyait et qui étaient en accès libre sur intranet pour consultation par le salarié éveillé qui avait envie d'aller lire les 80 pages de droit social, évidemment. Donc cette boîte noire, ça ne fonctionne pas. En tout cas, ça ne permet pas de faire un levier. On est dans un système où finalement ce qui compte, c'est la réunion de négociation ou la réunion du CSE, 1 fois par mois, peut-être 2 fois par mois, 3 fois par mois, par an, par trimestre, que sais-je. Mais ça ne vit pas. Ce qui est le plus important pour nous, le social, c'est ce qui se passe dans les 29 jours entre 2 réunions de CSE ou les jours entre 2 réunions de négo. Et donc, c'est là où on doit être dans une information régulière des parties prenantes qui mène une concertation. Là encore, Force ouvrière s'est
de mémoire le syndicat de la concertation, le syndicat de la feuille de paye, le syndicat de la négociation contractuelle, toutes les histoires, l'historique de Force ouvrière, riche, concertation, négociation, signature de l'accord bien sûr, application, et là l'application c'est là où on retrouve mon fameux rôle du manager. Vous vous souvenez, le troisième élément de la qualité sociale, comment faire pour que le manager soit investi de cette mission, comprenne qu'un accord, s'il est signé, il vaut mieux signer moins d'accords, mais qu'il soit meilleur. Le climat social a changé, le dialogue social a changé fondamentalement à la Poste, au courrier. Lorsqu'ils sont passés du bâtonnage, on a fait 250 accords cette année, c'est merveilleux, à nous n'allons signer que des accords dont nous sommes certains qu'ils seront importants pour le personnel et pour l'entreprise, première condition, et deuxièmement, dont nous serons certains que l'application sera possible. Parce qu'on peut rêver de tout dans la boîte noire, sauf que ça ne marche pas forcément. Et bien sûr, le suivi, en général, le chapitre 6 ou le titre 6 ou 7 d'un accord, et la commission de suivi, quand vous avez 212 accords en un client dans la chimie, 212 accords vivants encore. Comment voulez-vous faire 212 commissions de suivi par an? On est déjà dans des impossibilités par rapport au social. Et je ne sais pas, je ne juge pas de ce qui se passe chez Sephora et à la Société Générale, mais compte tenu de tous les accords vivants, comment on fait le suivi? Qu'est-ce qu'on fait comme priorité? Par exemple, voilà les éléments que je souhaite porter à votre connaissance. Et pour préciser ce troisième point qui est fondamental pour moi, le rôle social du manager, c'est d'abord le premier représentant de l'entreprise. Est-il capable d'expliquer, bien sûr, la stratégie de l'entreprise? Est-il capable aussi d'expliquer les accords qui sont importants pour le personnel? On a eu une commande assez épatante d'un client industriel qui a dit « Moi, ce qui m'intéresse, le social de chez moi deviendra une réalité lorsque dans chacune de mes usines, à la machine à café, un agent de maîtrise ou un chef de service est capable d'expliquer en 3 minutes à n'importe qui à la machine à café, sans note. Tiens, tu es au courant, il y a un accord mutuel, il y a un accord handicap, il y a un accord senior, il y a un accord tout ce que vous voulez, et qui est capable de l'expliquer en 3 minutes. Et la commande, c'est vous avez 2 jours pour former nos managers à ce qu'ils soient capables, à la machine à café, d'écrire en 3 minutes 5 accords qui comptent pour le personnel dans mon usine. Je n'ai pas besoin qu'ils soient au courant des 80 pages de chaque accord. Je trouve que c'est une commande particulièrement intelligente. Premier représentant de son équipe, ça c'est évident. Alors Nicolas dira, oui, avec le syndicaliste ou le représentant de proximité, certes, encore faut-il qu'il y ait une relation équilibrée entre les deux, c'est un enjeu. Troisième élément, le premier acteur du changement. Ça tombe bien, ça tombe sous le sens. Les acteurs que sont les managers de l'entreprise française ont apporté le changement. L'entreprise change sans arrêt, c'est normal, c'est la vie, c'est naturel. Comment on l'implique? Et puis, quatrième élément, c'est le premier acteur du climat social, dont la relation sociale de proximité avec mon délégué est décisive. Si on a une relation pourrie tous les deux, comment voulez-vous que ça se passe bien en négociation avec Gaël et avec Frédéric? Forcément, ça devient très difficile. Et voilà. Voilà ces éléments. Bon. La projection en blague. Et ben voilà. Maintenant, on va. Jean-François. C'est terrible tout ça. Comment faire pour que le social soit une performance sociale? Il se trouve que Sephora a, depuis le Covid, grâce au Covid, on peut le dire, non pas à cause du Covid, grâce au Covid, tu as été le starter. Qu'est-ce que vous avez mis en place pour que ça fonctionne différemment? Alors, ça va vous faire plaisir, Jean-François, on a remis le dialogue social au cœur des enjeux de l'entreprise. On a été effectivement aidé et le Covid a fait office de booster, mais je reviens juste un tout petit peu avant le Covid, parce qu'on se rappelle que le Covid est arrivé juste après le passage au CSE. Et donc, tous les accords qu'on a les uns les autres signés sur notre dialogue social et où on s'est interrogé avec nos instances représentatives sur le niveau de dialogue social qu'on voulait avoir. Et donc, juste derrière ça, les élections et pof, le Covid qui nous a du coup poussé, qui nous a imposé de nous réinventer tant sur le fond que sur la forme, hein, parce qu'on a tous fait un certain nombre de réunions en visio, ce qui était à l'époque assez nouveau. Mais surtout, on a fait des réunions sur des enjeux et des sujets qui étaient quand même extrêmement importants, parce qu'il y avait des enjeux de santé. On se remet quand même maintenant, le Covid, c'est un vieux souvenir, mais à l'époque, on avait quand même des enjeux de santé extrêmement importants pour nos collaborateurs, donc des enjeux fédérateurs, où il n'y a pas d'opposition entre patronat et direction en principe. On est plutôt tous dans le même bateau. C'est comme ça qu'on l'a vécu chez Sephora. Et il y avait du coup, allié à ça, des enjeux de business extrêmement importants. Donc, on a été obligé à ce moment-là de prendre conscience de l'importance du dialogue social, évidemment pour justement la communication aux salariés. Et ça a été en fait
booster en fait d'un dialogue social réinventé. Depuis, on a signé une vingtaine d'accords chez Sephora, mais effectivement des accords avec une écoute et une attente des collaborateurs, tant de notre côté que du côté des organisations syndicales. On a fait de l'innovation sociale et surtout, on a boosté la communication auprès de nos collaborateurs. Fini les accords signés en chambre et dont les collaborateurs trouvent qu'ils sont compliqués. On s'est complètement réinventé sur la partie communication pour faire en sorte, comme le disait Jean-François, que chaque manager à la machine à café soit en mesure de porter les messages. Et pour ça, il faut que les choses soient claires pour tous. Et on a beaucoup travaillé sous forme de Q&A, on en parlait tout à l'heure avec Frédéric. Le Q&A est un outil extrêmement important de communication pour donner les bons éléments aux managers afin de pouvoir transmettre les bons messages et répondre aux questions de son équipe. Donc voilà, grosso modo, sur les 4 dernières années, les gros leviers de transformation chez Sephora. Rappelons que Sephora, c'est 300 magasins en France. Donc, on est très décentralisé et que du coup, voilà, on a du mal. La communication écrite uniquement ne passe pas. Donc, ce qui marche, c'est quand le patron ou la patronne de magasin, le matin ou le soir, fait un brief. Voilà, au brief, explique ce qui s'est passé, quelle est la teneur de la négociation et répond aux questions des collaborateurs. Vous vous rendez compte l'effort que ça suppose que chacun des 300 patrons de magasins soit capable d'expliquer où on est la NAO salaire, où on est l'accord temps de travail, sachant que l'accord dialogue social, c'est pas ce qui va plus les passionner. Non, ça on n'a pas fait. Réaliste. On n'était pas encore dans cette dynamique. Voilà. On n'a pas fait. Pour le coup, on aurait pu, mais on n'a pas fait. Maintenant, on ferait, mais à l'époque, on n'a pas fait. Ça a quand même été extrêmement important. Donc l'idée, ça a été d'aller au-delà du dialogue boîte noire, directrice des relations sociales. Implication de la direction au plus haut niveau. On a nos DG qui ont tourné des vidéos pour expliquer les accords aussi, parce que la vidéo marche bien chez nous. Et du coup, toute cette partie équipement, en fait, outils pour les équipes managériales afin de pouvoir donner les bons messages et répondre aux questions, au-delà des flyers et de la communication écrite habituelle qu'on fait auprès des collaborateurs et qui fonctionne peu ou prou. Dans un grand groupe d'industrie agroalimentaire, 15 000 salariés en France et dans le monde, et les présidents de BU, les patrons de BU ont pris la parole en vidéo, 3 minutes chacun, pour dire pourquoi c'est important les élections. N'oublions pas que cette année, on a 50% d'entreprises françaises à peu près qui sont en phase électorale. Logique, c'est le cycle. Pourquoi c'est important les élections? Pourquoi il faut voter? Taux de participation qui était à 4% il y a quelques années est aujourd'hui à 65%. Donc, il n'y a pas de fatalité au manque d'intérêt dont on parle quant aux salariés vis-à-vis du social. Il y a un manque d'intérêt que si on ne leur explique pas ce que c'est. Nicolas, peut-être une réaction là-dessus? Sur la période Covid, ça n'a pas été la période la plus compliquée à gérer du point de vue du dialogue social. Ça paraît un peu contre-intuitif, mais je m'explique. Alors, ça a permis à certaines entreprises de s'apercevoir qu'il y avait peut-être un peu de retard sur le document unique d'évaluation des risques, de voir qu'il n'y avait pas de plan de continuation de l'activité. Mais si on regarde sur la question de l'activité, notamment de l'activité partielle ou de l'activité partielle longue durée, on a négocié majoritairement sur financement public. C'est quand même plus simple. Sur un impact qui a un impact immédiat. Là où, si on regarde, moi qui suis surtout négociateur en branche, on avait du paritarisme, c'est-à-dire des contributions et des cotisations que nous gérions pour un effet différé, ce qu'on appelle le salaire différé. Et donc, d'un seul coup, pouvoir négocier, surtout en branche, parce que je rappelle que les accords ont surtout été conclus au niveau des branches professionnelles, parfois en entreprise, en tout cas en échange avec les CSE, ça a été des négociations pour trouver des solutions concrètes, applicables de manière immédiate et couvertes majoritairement par des fonds publics. Donc la période Covid n'a pas été la période la plus compliquée à gérer pour les équipes, ce qui est assez contre-intuitif. En ce moment, je peux vous confirmer qu'on est en période d'élection. Sans arrêt, et on a clairement franchi on a changé d'univers entre des entreprises qui pouvaient évoluer, mais où les équipes syndicales évoluaient moins, c'est-à-dire que les salariés avaient un parcours dans l'entreprise qui était beaucoup plus long, des élections dans les entreprises qui n'avaient pas le même impact. Là, clairement, on est, je ne vais pas dire tout le temps en élection, mais on est énormément en élection, avec un poids et une légitimité de ces élections qui n'est pas encore bien perçue. Autant tout le monde a bien perçu qu'il y avait maintenant des équipes qui étaient en concurrence.
autant y compris d'ailleurs du côté des chefs d'entreprise, on essaie d'aller dans des PAP, des protocoles préélectoraux sur des plus petites entreprises. Quand on prend contact avec ces chefs d'entreprise pour leur dire on a bien reçu votre invitation au PAP et on est prêt à venir, le réflexe, c'est de dire est-ce qu'il y a des syndiqués dans mon entreprise? J'étais pas au courant. Je suis toujours assez surpris par ça. Et moi, il y a un chiffre qui m'a frappé sur le dernier cycle. Moi, j'ai notamment en charge la branche des bureaux d'études techniques, qu'on appelle souvent la Syntec. Sur le dernier cycle, 51% des salariés ont été appelés à voter. 51% des salariés appelés à voter. C'est-à-dire que les autres ne sont pas appelés à voter au regard des règles électorales. Notamment, il faut une ancienneté. Il est possible de changer d'entreprise. On change beaucoup plus fréquemment d'entreprise. Et sur le dernier cycle, on était avant la période Covid. Ce qui veut dire qu'il est fort probable que sur le cycle qui est en train de s'écouler, le taux de salariés qui ont été appelés à voter ou qui sont appelés à voter sera encore plus faible. Et ça a un impact en termes de légitimité, en termes aussi d'attachement à une équipe de négociateurs ou d'élus CSE au sein de l'entreprise. Ça, c'est une donne qui n'est pas souvent perçue. Et un point qui n'est, alors pour le coup, quasiment jamais perçu, c'est que les élections en entreprise servent à mesurer 3 niveaux de représentativité. Exact. Alors, on élit des représentants élus du CSE. Oui. Et dans le même temps, on établit un rapport de force, un poids différent au niveau de l'entreprise, au niveau de la branche et au niveau national interpro, avec à chaque fois un étagement sur les négociations, la capacité à négocier, les thèmes qui peuvent être négociés qui sont différents. Et ça, c'est quelque chose qu'on a du mal à faire percevoir au niveau, parfois même, de nos équipes et a fortiori au niveau des salariés. Très clair. Alors Frédéric, Société Générale, donc par rapport à la branche, l'entreprise est suffisamment grande pour être autonome dans ses négociations. Comment est-ce que la performance sociale, parce que je sais que la Société Générale, depuis ton arrivée, mais déjà avant, avait commencé à prendre ce chemin et tu l'as vraiment renforcé. Comment as-tu fait? Comment fais-tu encore aujourd'hui? La première chose, c'est qu'il faut que je prenne un tout petit peu de temps pour décrire ce que c'est que le monde bancaire aujourd'hui. Et une fois que le monde bancaire est décrit et toute sa complexité, vous verrez pourquoi il faut revenir à la plus grande simplicité dans le cadre du dialogue social. Alors, la complexité du monde bancaire, je vais vous donner quelques chiffres, quelques éléments. D'abord, je ne vais pas parler de Société Générale, je vais parler d'une réalité au quotidien. Je vais vous mettre Boursorama d'un côté, ex-Boursorama, Crédit Lyonnais de l'autre. Les deux ont 5 millions de clients. Boursorama a 850 salariés, le Crédit Lyonnais en a 14 000. Le NPS de Boursorama est supérieur à 8. Le NPS du Crédit Lyonnais est aux alentours de 6. Et quand je dis 6, c'est les chiffres qui produisent, donc je n'ai pas à le mettre en doute. Ça veut dire une chose, c'est que sans parler de blockchain, sans parler d'IA, d'accord, aujourd'hui déjà, la banque, pour les gens des banques, ce sont des modèles qui sont extrêmement différents. Et ça, c'est un élément du banquier au quotidien. Et c'est une complexité parce que c'est une complexité où, quand vous êtes dans une agence, si je vous pose la question, je dis qui n'a pas été dans son agence depuis les 6 derniers mois? Levez la main. Voilà. Donc, on vous assure une prestation de service, d'accord, qui est la prestation de service la plus chère du conseiller et de l'immobilier, et à peu près la moitié de la salle n'a pas été voir son conseiller, ce qui, en termes d'organisation, est quelque chose qui est très complexe. Premier élément de complexité. Deuxième élément de complexité, la diversité des métiers. Une banque, c'est quoi? C'est à la fois un conseiller à l'agence de Tulle, que son client vient voir pour lui poser toutes les questions, et en principal les questions qui le préoccupent et sur lesquelles il a déjà été voir sur Internet 12 fois les réponses, les solutions. Et puis, à l'autre extrémité, dans la même entreprise, avec les mêmes représentants du personnel, le même CSE central, vous avez des traders qui sont à Paris et qui sont payés 2 fois, 3 fois ce que le CEO de l'entreprise est payé.
il n'y a pas dans les 10 premiers salaires de Société Générale de membres du COMEX. Il faut que vous l'ayez à l'esprit. Les 10 plus grands salariés les mieux payés ne sont pas membres du COMEX. C'est une réalité. Donc il y a cette grande disparité des métiers. Et puis après, le troisième élément de complexité, c'est l'internalisation. Internationalisation, pardon. Ça veut dire que les métiers aujourd'hui, hormis la banque de détail, d'accord, ce sont des métiers qui s'opèrent de manière totalement transversale partout dans le monde. Quand vous êtes en vacances à Phuket, que vous payez avec une carte bleue et que cela doit être retransposé sur votre compte, ou quand vous avez des actions Générale Électrique et que vous touchez un dividende qui doit aller sur votre compte, la chaîne des activités qui amène aux deux bouts de l'extrémité, elle est mondiale. Et elle est mondiale et informatique. Et l'usine de la banque, c'est l'IT. Et au sein de Société Générale, sur les 49 000 collaborateurs de Société Générale en France, sur les 100 000 du groupe, vous avez plus de 8 000 collaborateurs qui sont informaticiens. Et dans l'ensemble du groupe, 100 000 collaborateurs, vous avez 20 000 informaticiens. Une personne sur 5 dans une banque est un informaticien. Quand vous voyez cette diversité-là et qu'on vous demande de faire du dialogue social au niveau du groupe, je reprends l'exemple que vous a montré Jean-François, la boîte noire, elle n'a aucun sens. Il faut qu'on la tue, il faut qu'on la foule aux pieds, parce que si le patron des relations sociales, va expliquer à des Indiens à Bangalore, à des traders sur le boulevard des Amériques à New York, sur des gens qui font de la sécurité services, du flux à Singapour, des sujets de relations sociales, il y a la moitié des collaborateurs qui vous regardent avec des yeux comme ça, et les partenaires sociaux qui vous disent non, mais attendez, on va essayer de recentrer le débat, on va recentrer le débat sur la France. Et donc, le choix que nous avons fait en matière de relations sociales, c'est d'intégrer les relations sociales dans la politique de communication et la politique de management d'entreprise au travers de 3 questions. Quand on communique aux salariés, quel que soit le thème, quel que soit le sujet, quelle que soit la nature du sujet, c'est le quoi, pourquoi, comment. Vous devez toujours communiquer dans l'entreprise au travers du quoi, du pourquoi et du comment. Et ça s'impose aussi au dialogue social. Ça s'impose au dialogue social, ça veut dire qu'on doit être en capacité, chaque fois qu'il y a une sollicitation, d'être en capacité d'aller expliquer en matière de dialogue social pour ce que l'on veut faire, pourquoi on doit le faire, comment on doit le faire. Et on ne passe les étapes que les unes après les autres. Et si c'est vrai dans le sens de la direction, sur des choix stratégiques, c'est vrai aussi pour le management des différentes business units ou service units sur le plan opérationnel. C'est vrai aussi sur les ressources humaines pour expliquer des éléments de ressources humaines, mais c'est vrai aussi dans les doubles sens du dialogue social vis-à-vis des partenaires sociaux, c'est-à-dire d'être capable de poser la même question en tant que patron des relations sociales aux organisations syndicales en disant « Attendez, vous voulez mettre un thème sur la table, d'accord, ok, très bien, mais le quoi, la thématique, le pourquoi, le comment. » Dans un contexte où on reprend ces grands éléments, tous les éléments de complexité, alors je ne dis pas sautent, ce serait merveilleux, mais se réduisent. Et c'est dans ce cadre-là que l'on inscrit le dialogue social. C'est-à-dire que le dialogue social n'est pas une boîte noire atypique déportée, c'est un élément qui repose sur une base de communication qui est la même que celle du reste de l'entreprise. Après, les thématiques, on en reparlera, on a du temps devant nous, mais ce que je voulais déjà vous dire, c'est qu'il faut partir dans des éléments très complexes sur ce socle. Merci Frédéric. Nicolas, ce type d'approche, est-ce que ça vous séduit en tant que syndicaliste? Je ne sais pas si on est dans la séduction. La problématique, nous, qu'on rencontre dans les équipes, c'est de savoir, alors, on vient nous chercher pour un thème, quelle est la casquette que l'on doit avoir? Est-ce que c'est une casquette d'élu avec un mandat électif?
Est-ce que c'est une casquette de délégué syndical avec donc un mandat qui est désignatif? Si c'est un mandat électif, est-ce qu'on est au sein du CSE avec ses prérogatives classiques? Est-ce qu'il y a encore un C2SCT ou est-ce qu'il a disparu? Est-ce que c'est finalement l'addition de problématiques particulières qu'on n'a finalement pas su traiter parce qu'on n'a pas de représentants de proximité ou parce qu'on a des représentants de proximité qui sont sans mission, sans prérogative et avec des sujets qui sont reportés à un niveau qui devrait, à notre sens, pas être ce niveau-là. Et donc, comment dire, on a, bien que j'entends qu'on soit sur certaines activités qui dépassent la France, on a un poids du code du travail et une utilisation du code du travail avec des multiplicités des configurations qui fait que souvent dans les équipes, il n'y a pas les repères nécessaires pour savoir quel est le vrai sujet, qui l'a soulevé, d'où est-ce qu'il vient, comment on se propose de le traiter. Quoi du code du travail, sans se propre du terme, est figuré. Hein. Moi, je suis toujours surpris, mais ça, c'est une déformation professionnelle, de voir le livre 6 du Code du travail toujours à l'intérieur. Parce que finalement, sur la façon, je le dis ici, hein, dans le groupe IGS, mais sur les OPCO, quel est l'intérêt d'avoir toutes ces règles à l'intérieur du Code du travail pour l'alourdir, alors que ça ne concerne pas directement les salariés. Mais c'est quelque chose de côté. On est dans un pays de droit écrit, avec un code qui est important, qui est le fruit de rapports de force, même si on n'est plus très clairement dans la loi négociée, en tout cas dans ce qui nous concerne, sur les 10 dernières années, on est sur un code du travail qui parfois, il faut bien le reconnaître, et nous met dans des configurations qui ne permettent pas à nos équipes de pouvoir pleinement s'approprier un sujet, élaborer un certain nombre de solutions et les proposer dans un cadre qui est le leur. Je fais une incidente. De ce point de vue-là, les annonces Macron ont pas mal d'avantages. Elles ont une conséquence, je ne sais pas si c'est un avantage ou un inconvénient, mais pour vous, c'est forcément un inconvénient, c'est que la densité de ce que doit réaliser comme travail un syndicaliste qui veut négocier professionnellement devient assez effarante. Et encore, vous n'avez rien vu, vous adorerez la directive, la CSRD, Corporate Sustainability, etc., que vient de pondre l'Europe. Ça va être un vrai bonheur applicable dès 2024. Je suis fasciné parce que lorsque j'en parle en entreprise, très peu de gens sont au courant. Il faut dire que les avocats n'ont pas encore fini de comprendre la directive. Et Paolo, qui est là, a réalisé une formidable table ronde à ce sujet-ci où on est tous sortis très, très perplexes. C'est effarant. La CSRD, pour les syndiqués, ça va être un cauchemar. Ça va se rajouter au reste. Oui, d'accord. C'est pudiquement dit. Gaël, justement, on voit bien la nécessité, à travers tout ce qu'on a entendu jusqu'alors, de travailler, de coopérer efficacement avec les délégations syndicales. Pour mémoire, je crois qu'à la négociation du pape Sephora, il y avait 11 syndicats qui étaient venus, dont deux sud concurrents, ce qui ne manque pas de sel, pas très commode pour négocier un pape dans ces conditions-là. Alors, comment est-ce qu'on arrive à créer une coopération efficace avec les syndicats? Et j'insiste bien, quelles que soient les étiquettes, que vous avez toutes les étiquettes des organisations syndicales représentatives nationalement chez vous. Alors effectivement, nous, au PAP, on a eu 11 syndicats qui se sont présentés, donc c'est pas mal, effectivement, ça fait du monde autour de la table. C'était des réunions plutôt sympathiques. Non, le travail, en fait, il se fait effectivement, le PAP, on le sait tous, ça a quand même une dimension, voilà, tous les 4 ans, c'est un peu le show pour tout le monde. Nous, on travaille sur le long terme, en fait, c'est un travail de fond qu'on fait avec nos organisations syndicales représentatives. On a fait dernièrement pas mal d'innovation sociale et surtout on l'a claimé, on l'a fait savoir, on l'a dit, on l'a porté auprès des collaborateurs, toujours que ce sujet de la communication est de briser la boîte noire, donc via tous les outils de communication dont je vous parlais tout à l'heure, et ça a porté ses fruits. On est passé il y a 8 ans à 36% de taux de participation aux élections, à 68% cette année, on vient de finir, et nos organisations syndicales représentatives et donc partenaires qui existaient il y a 4 ans ont été renforcées en fait par les élections professionnelles. On a de très beaux résultats, enfin ils ont de très beaux résultats, hein, parce qu'on s'associe, mais c'est quand même avant tout les leurs. Et aujourd'hui, ça renforce le dialogue social, ça renforce la capacité à négocier des accords. Je suis
d'accord avec la contrainte du Code du travail, mais de plus en plus, quand même, le législateur renvoie aux entreprises la balle en disant bah, le sujet temps de travail, c'est le vôtre, c'est pas le nôtre, et complexifie en fait la marge des entreprises, qu'aujourd'hui, sans accord temps de travail, vous avancez pas. Et pour avoir un accord, il faut des partenaires sociaux en face qui nous suivent dans la démarche et donc faire de l'innovation sociale, ce qu'on a fait chez Sephora. On a signé en début d'année un accord temps de travail qui prévoit une annualisation, donc de la productivité et de la flexibilité pour notre part, mais on a sorti ça grâce justement à la puissance du dialogue social, de choses qui peuvent vous paraître assez classiques pour des salariés sièges ou d'industrie, mais chez Sephora, on n'avait pas de jour RH fixe, or le dimanche, et encore, on a des magasins qui sont ouverts tous les dimanches, donc on n'avait pas de jour RH fixe, donc on est venu rendre fixe ce jour-là. Alors au départ, les commerciaux, quand on leur a parlé de cette initiative, ils nous ont regardé avec des grands yeux en disant mais c'est impossible. Non, c'est pas impossible, on a travaillé dessus et aujourd'hui on est content chez Sephora d'offrir un jour de RH fixe, d'offrir 3 samedis par an dans le retail. Ça paraît peu, mais c'est quand même une nouveauté et on va tous vers ça parce qu'aujourd'hui, on a des sujets comme beaucoup d'entreprises d'employer branding et de capacité à recruter et à fidéliser nos collaborateurs. Donc voilà, on est venu aussi donner des jours de repos accolés, ce qui n'est pas évident sur les magasins qui sont ouverts tous les dimanches notamment. Donc voilà, on est venu à la flexibilité et aux nécessités de productivité pour le business, assortir un certain nombre de contreparties de qualité de vie au travail. Et ça a été possible via le dialogue social et via la prise en compte de tous ces enjeux sociaux, tant au niveau des managers et donc des équipes commerciales qui font le business, que de nos équipes de partenaires sociaux qui ont compris aussi à qui on a porté tous les enjeux business pour l'avenir. Et donc, quand on a ça autour de la table, que tout le monde s'y met, bah, on a de beaux accords et on est en train de le faire appliquer. Ça, c'est encore une autre démarche, on le disait. C'est quand même du long terme, parce que c'est des changements de mindset et d'habitude, mais c'est quelque chose qui se travaille au quotidien aujourd'hui chez Sephora et on brief depuis le directeur de zone, le directeur régional, le directeur de magasin, le manager, pour que le message soit passé à la conseillère de vente qui travaille potentiellement qu'un samedi par semaine, parce qu'on a différents types de contrats. Est-ce que ça veut dire aussi, Gaël, que alors, la direction a bougé, c'est très clair. Est-ce que ça veut dire aussi que la base a fait bouger les syndicalistes, notamment autour de revendications ou d'attentes liées à l'équité de traitement qui avait surgi énormément au moment du Covid et qui perdure aujourd'hui dans l'entreprise? Alors, la base, oui, on n'est pas passé au travers des gouttes tout le temps. On a eu quelques sujets de conflits sociaux aussi chez Sephora, notamment post-Covid, sur des enjeux de rémunération avec l'augmentation de l'inflation. Donc, la base, effectivement, aujourd'hui, fait passer les messages, parce que du coup, quand nous, on arrive à avoir une communication descendante, ça nous permet aussi d'avoir de la matière au regard de toutes les questions qui sont posées aux managers qui peuvent nous les remonter, et donc de traiter les enjeux. Donc, la base s'exprime par ce biais-là. La base s'exprime aussi via les ERG aujourd'hui dans les entreprises qui se créent avec des salariés qui se mobilisent pour une cause, un enjeu spécifique. On a, nous, des ERG, on a un ERG, par exemple, Pride ou un ERG Mobilité Douce, donc qui font remonter des sujets qu'il faut arriver à faire travailler justement avec les organisations syndicales, parce qu'on parlait d'intérêts particuliers versus le collectif, et c'est un des enjeux aujourd'hui chez nous du dialogue social, de faire que tout le monde puisse travailler de concert. Mais oui, on récupère beaucoup d'infos de la base qui s'expriment. Pour moi, c'est une nouveauté assez importante. Vous vous souvenez des années 80, on a eu les premières coordinations, notamment la célèbre coordination infirmière. Ça a été des coordinations asyndicales, c'est-à-dire non syndicales au départ. Je mets complètement à part les gilets jaunes, c'est totalement autre chose. En revanche, on assiste aujourd'hui à l'émergence de groupes d'influence, donc les fameuses ERG, dans les entreprises. Et justement, Nicolas, pour les syndicats, c'est un sacré défi. Ce sont des éléments, des problématiques qui surgissent, vous faites avec. Comment est-ce que vous pouvez finalement concilier ces attentes qui émergent de certains groupes de salariés, et vous pouvez reprendre ou pas leurs revendications, leurs attentes, vous pouvez ne pas les traiter ou pas, mais n'empêche, ça pose des questions, et notamment le rôle du syndicat par rapport à ça. Notamment, pourquoi sont-ils pas passés directement par les syndicats? Enfin, il y a plein de choses. Et à quoi vous servez d'une certaine manière, pour être direct? Alors, pour dire à quoi on sert, peut-être qu'un petit point d'histoire pour ma fédération est utile, puisqu'on s'appelle la Fédération des employés cadres. Pour vous donner une idée de la configuration qui est la nôtre, c'est que ma confédération a 75 ans cette année, ma fédération en a 130. Donc, ce qui paraît quand même un peu étrange. Et, 1895, précisons, hein, c'est la CGT, canal historique.
La fédération a été Voilà. constituée avant la CGT Voilà. en 1893, Ouais, c'est ça. Voilà. avec un nom de mon organisation qui est Force ouvrière et nom de ma fédération qui est Fédération des employés et cadres. C'est On se ça. dit pourquoi il y a les ouvriers d'un côté, les employés et les cadres de l'autre. Tout bonnement parce que historiquement, c'est la classe ouvrière qui s'est constituée en premier. Ouais. Et il s'est trouvé un moment dans l'histoire où les employés avaient moins de droits que les ouvriers. Donc certains syndicats se sont constitués pour défendre la catégorie des employés, tout particulièrement d'ailleurs dans le commerce, les employés du commerce. Et ces syndicats, à un moment, ont décidé de se rassembler pour constituer une fédération. C'est la première fédération, celle des employés. Et puis, la société française évoluant, il y a eu des cadres. Et donc, la fédération s'est mise également à défendre, après de longs débats, les cadres. Ça a donné la fédération des employés et cadres. Et lorsqu'il y a eu la scission avec la CGT, cette fédération a décidé de rejoindre le mouvement Force ouvrière. Et donc, c'est la fédération des employés et cadres au sein de la Confédération Force ouvrière. 1947. Exactement. Pour autant, on ne défend pas tous les employés et les cadres, puisqu'on a, comme toute fédération syndicale, un champ professionnel avec des employés et des cadres. Mais ça montre bien, enfin, cet exemple montre bien que notre intérêt, il est à un moment de pouvoir collecter, entendre, réunir des intérêts de travailleurs, parfois selon leur statut, ouvriers, employés, cadres, et à un moment de les porter. Ça a été un long combat en France pour faire reconnaître la capacité des syndicats à représenter les intérêts d'une profession ou d'une catégorie de travailleurs. Très long travail qui a fini par aboutir par plusieurs étapes. Et aujourd'hui, on a un existant qui me fait dire que les syndicats, en tout cas, c'est la conception qu'on a apprise et que je défends, c'est qu'on ne défend pas l'intérêt général. Donc, c'est un peu compliqué parce qu'on va se retrouver un certain nombre de travailleurs qui, aujourd'hui, vont vouloir aller au-delà du seul intérêt qu'on peut défendre, nous, c'est-à-dire l'intérêt des travailleurs. C'est très important ce que vous venez de dire, parce que je pense que tout le monde n'est pas forcément conscient de ce fait-ci. Pas d'accord. Voilà, c'est ça. Oui, oui. Et certains vont aller au-delà pour essayer de tendre vers l'intérêt général, ou en tout cas des intérêts qui, traditionnellement, ne sont pas défendus par les syndicats. Donc certains, vous l'avez vu, sont très clairement dans leur organisation, vont sur la défense d'intérêts sociétaux, Bien sûr. environnementaux. Mais nous, le constat qu'on fait, c'est qu'on n'a pas ni le cadre, ni les outils, ni les prérogatives pour pleinement défendre ces intérêts. Donc vous pouvez avoir des élus et des mandatés force ouvrière qui peuvent être également adhérents dans une organisation non gouvernementale, mais pour autant, ils n'ont pas, au travers d'un mandat syndical, les outils et les prérogatives pour défendre ce qu'ils défendent leur ONG dans le cadre de l'entreprise. Donc là, c'est quand même assez compliqué de pouvoir allier les deux. Ça ne signifie pas que c'est impossible, mais c'est extrêmement compliqué. Oui. Et est-ce que cette concurrence vous amène à rentrer en conflit parfois avec les directions en disant mais arrêtez de donner trop d'importance à ces groupes d'influence dans l'entreprise? Comment ça se passe? Pour l'instant, nous, on est assez observateurs sur ce champ-là. Donc, on arrive à l'écouter, on arrive également à faire ce lien, comme vous l'avez dit, entre ce qui peut être proposé et ce que peut en penser le collectif de salariés. Il faut dire également que nous, on est sur une pratique contractuelle et que souvent, sur ce type d'accord, lorsqu'il existe, assez souvent, on voit que l'objectif, soit est de montrer l'entreprise plus belle qu'elle n'est en réalité, soit lorsque c'est des accords qui sont beaucoup plus concrets, ça ne va pas nécessairement aussi vite et aussi loin que les salariés le demandent. Et donc là, on se retrouve dans une situation qui est compliquée, soit de dire, vous signez quelque chose qui ne correspond pas à la réalité, vous allez signer quelque chose sur un effort qui ne correspond pas à ce qu'on attend. Et bien souvent, lorsqu'on regarde, nous, si on regarde l'intérêt de l'entreprise à date et lorsqu'on regarde sa capacité à vivre et évoluer dans la société actuelle, on se retrouve parfois plus proche avec les états statistiques de l'entreprise que des attentes de ces groupes de travailleurs qui, eux, voudraient porter beaucoup plus loin et beaucoup plus vite l'entreprise sur ses objectifs environnementaux, sociétaux. La Société Générale, Frédéric, a
à mon sens, beaucoup innové. En tout cas, je cite souvent cet exemple. Lorsque tu as créé un groupe au sein de ton équipe de 5 personnes qui est exclusivement dédié, m'as-tu dit, à participer en amont au projet d'évolution de l'organisation, de transformation de la banque, ce qui te permet d'associer le social dès le départ afin d'éviter des erreurs d'aiguillage, voire des impasses, et également peut-être, nous diras-tu, à un moment donné, d'associer précocement, hors négociation, les délégués syndicaux, de telle manière que tout ceci se passe pour le mieux. Parce qu'au fond, c'est comme ça, c'est un des exemples, en tout cas celui que je connais le mieux, que tu as utilisé pour associer les syndicats. D'abord, le poids du social au sein de Société Générale est un poids qui est reconnu parce que j'ai 2 tutelles. Je suis rattaché à la direction des ressources humaines pour une partie de mon activité et je suis également rattaché à la direction de la stratégie du groupe. Et donc, sur tous les projets stratégiques, le patron des affaires sociales est embarqué en amont. Et sur la partie donc, stratégique, d'accord, j'ai une équipe qui s'appelle TSO, Transformation Social Office, d'accord, qui vient en amont de tous les projets de transformation du groupe apporter un degré d'analyse, d'expertise sur 2 éléments qui sont la faisabilité et l'acceptabilité sociale. Je ne vais pas... Mais c'est important, les deux sont super importants, c'est les deux en même temps. Et on travaille les deux en même temps, c'est-à-dire les conditions de faisabilité. Et là, on sort qui en France le Code du travail, qui la directive de 2001, qui la directive européenne sur les transformations d'entreprises de 2001, d'accord, qui on regarde ce qui se passe en Inde, à Singapour, aux États-Unis, parce que les transformations, je vous l'ai dit, sont totalement transversales. Et puis derrière, on travaille toute l'acceptabilité, c'est-à-dire comment est-ce que le corps social va être accompagné dans les transformations d'entreprise. Et donc ça, c'est un élément qui est extrêmement important parce que je reviens toujours à mon quoi, pourquoi, comment. Quand la partie relations sociales est embarquée très en amont, c'est-à-dire le quoi, c'est beaucoup plus simple derrière d'embarquer les partenaires sociaux plutôt que d'avoir une structure de relations sociales qui court après l'information, qui court après le dispositif. Donc ça, c'est un élément qui est relativement important. Je voudrais revenir un petit peu sur les ERG et sur la RSE. Et être un peu critique, parce que si on ne se critique pas les uns les autres, je pense que le débat va perdre de son sujet. Je trouve que les organisations syndicales en France ne voient pas aujourd'hui le poids de la RSE, le poids des ERG sur leur mission fondamentale et elles s'en dessaisissent au détriment d'autres organisations. On le voit aujourd'hui, le rôle sociétal d'une entreprise se retrouve dans un champ qui est beaucoup plus large que celui du petit livre rouge que nous avons tous dans notre bureau. Et au titre du devoir de vigilance qui passe tous les gens devant le conseil d'administration, au regard des agences de notation extra-financière, la dimension sociale est extrêmement cœur dans beaucoup de nos dispositifs. Et donc, nous avons lancé maintenant depuis 2 ans le fait de faire regarder dans un certain nombre de pays le rapport sur le devoir de vigilance, de telle manière que le poids syndical sur le rapport de devoir de vigilance soit porté au conseil d'administration préalablement au dépôt du rapport sur le devoir de vigilance devant le conseil d'administration. Là, qu'est-ce que nous avons comme interlocuteur? Les Roumains se sont saisis à bras-le-corps en disant « Ah, enfin, une thématique qui est une thématique des Roumains, qui dépasse notre cadre. » Les Marocains, les Camerounais se sont lancés sur le devoir de vigilance. Au niveau français, la position des organisations syndicales en disant « Nous avons des représentants élus au conseil d'administration dans le cadre des élections des administrateurs salariés au conseil d'administration, le devoir de vigilance sera regardé sous cet angle-là. »
Précisons une incidente que les administrateurs salariés dans la banque sont des administrateurs de plein exercice. de plein exercice et de plein droit. Attention, c'est différent de beaucoup Donc, d'endroits des administrateurs, vous allez dire, comme normaux. oui, de plein exercice. Voilà. Et donc, nous avons travaillé avec un syndicat qui est Uniglobal, qui est le premier syndicat mondial représentant les salariés et auquel FO est affilié. Et c'est donc Uniglobal qui, à un moment, est venu autour de la table en disant « Attendez, vous faites l'effort de mettre le rapport de devoir de vigilance en liaison avec les partenaires sociaux. Vous voulez un avis préalable, d'accord ? Et donc, c'est un syndicat tiers, mondial, non français, qui vient poser son commentaire annuel sur le devoir de vigilance. Et bon, on travaille très bien avec Uniglobal, on trouve un intérêt à ce que ce soit un syndicat mondial, d'accord ? Pour autant, aucune organisation syndicale française, et on en a un certain nombre qui sont représentatifs, on a 4 représentatifs au sein de l'entreprise, ne s'est approprié le sujet en disant « et nous ?» Et donc, on a un champ du dialogue social dans les grandes entreprises mondialisées sur lequel la RSE, les notations extra-financières, une obligation qui est une obligation générale vis-à-vis de nos salariés, vis-à-vis des salariés de nos fournisseurs qui sont pas assez pris en compte, d'accord ? Et au motif que ça n'est pas dans le code du travail. Ça se limite en grande partie à ça. Cela n'est pas dans nos prérogatives. Et donc, on a une complexité extrêmement forte des contraintes, tu as parlé de la directive qui arrive et qui en va rajouter une terrible, etc., où en fin de compte, le champ du dialogue social est extrêmement cloisonné entre ce qui relève de la Fédé, de la Confédé, de la Fédé, de l'organisation syndicale dans l'entreprise, des CSE, alors que nous sommes, nous, dans une organisation où, j'allais dire, n'importe le flacon pourvu qu'on ait l'ivresse. Quand il y a une problématique qui est remontée par des éléments du corps social, que ce soit des éléments du corps social désignatifs, proches, organisation syndicale, ou électifs, groupe CSE, on se met autour d'une table. Et je vais revenir sur un des éléments qui a été post-Covid, d'accord ? Quand il y a eu le Covid et quand on a mis en place le télétravail, on s'est rendu compte, quand il y a eu le Covid et quand on a mis en place le télétravail, on s'est rendu compte qu'il se constituait 2 mondes dans l'entreprise. Les 2 mondes, c'était les gens du siège dans des bureaux qui télétravaillaient, les gens dans les agences à qui on disait vous restez derrière les agences. D'ailleurs, vous êtes de la première ligne sans être de la première ligne, parce que quand même, banquier et première nécessité, ça marche. Les infirmières, oui, mais les banquiers, non. Ils étaient en face au guichet comme les autres, mais ils n'étaient pas première ligne. Et donc, on s'est retrouvé en face de cette situation-là. Et on a dit, à la fin du Covid, il va falloir qu'on structure l'ensemble du dispositif de télétravail. Et donc là, on a constitué un livre blanc. Et le livre blanc, on l'a lancé le 28 mai 2020. Je ne sais pas si vous voyez le 28 mai 2020 où nous étions tous. 16 mars, 28 mai. Donc, on a lancé le livre blanc. Le livre blanc a été finalisé en juillet 2020. Ouais. D'accord ? La négociation sur le télétravail a été lancée dans l'entreprise à peu près au mois de juillet également, signé en septembre, mis en œuvre en janvier 2021 pour 40 000 collaborateurs et l'ensemble des actifs. Ça a été un travail immense. Dedans, dans les groupes du livre blanc, dans le travail sur l'organisation du télétravail, je peux vous dire qu'il y avait des représentants du personnel partout. Il y avait des organisations syndicales partout. Il y avait des gens qui appréhendaient le télétravail, il y avait des gens qui étaient du chantre du télétravail, des gens qui voulaient qu'on télétravaille 365 jours dans l'année, qu'on fasse péter les tours à la défense, on n'en avait plus besoin, etc. Il y avait des gens qui étaient beaucoup plus précautionneux. Une des forces qu'on a eues, c'est de ne pas s'arrêter au clivage dans le cadre du dialogue social, c'est-à-dire qu'on a constitué des groupes de travail en parallèle du livre blanc,
de telle manière que les gens qui se sentaient impliqués ont fait remonter de la matière. Et ensuite seulement, on s'est enfermé avec les organisations syndicales pour constituer le socle de 80 pages imbitable que Jean-François exposait, mais qui avait généré beaucoup d'attentes parce qu'il y avait eu beaucoup de dialogues en amont. Et donc, un des points importants de cette partie d'intervention, c'est oui, chacun a sa place dans le cadre du Code du travail. Mais ce qu'il faut, c'est garder les obligations du Code du travail comme étant des points de passage obligés, des contraintes formelles issues des textes, d'accord, mais de ne pas en faire l'alpha et l'oméga du dialogue social. Si on ne trouve pas le moyen de constituer des éléments de dialogue de terrain en amont sur des sujets qui sont importants, de faire remonter de la matière et de travailler cette matière avec les organisations syndicales dans un cadre syndical, on n'arrive pas à faire la connexion entre la direction, les collaborateurs, les managers et les organisations syndicales. Et un des fruits de notre succès, c'est qu'on est une banque, on est une société de services. Le mois dernier, on a eu nos élections. Nous, on n'a eu qu'un tour. La question ne se pose pas du deuxième tour. Et ça, c'est un élément qui est un élément de succès. Ça veut dire que 4 organisations syndicales représentatives, un seul tour nécessaire aux élections professionnelles, ça veut dire que les syndicats, la direction, les représentants du personnel élu et le corps social considèrent tous que le dialogue social est une courroie de transmission importante dans l'entreprise. Effectivement, alors Gaël, on voit bien dans les exemples que donne Frédéric, le dialogue social désormais, c'est général depuis plusieurs années, va nettement au-delà du légal, du gros livre rouge. Tu as parlé de petit livre rouge, je préfère parler du gros livre, enfin, de l'immense livre rouge. Ça va bien au-delà de ça, c'est donc une dynamique qui a été lancée, mais finalement, chez Sephora, dans un univers extrêmement différent, on est dans la même logique d'aller nettement au-delà du dialogue social institutionnel obligatoire. On est dans un échange permanent sur des sujets de fond et on essaie de déterminer des éléments, par une concertation habile, des éléments de convergence qui permettent de satisfaire à la fois les attentes du personnel et les attentes business. Cette conciliation se produit comment finalement? Parce qu'on va au-delà du légal, je sais pas aussi. Oui, on va bien au-delà du légal. Ça se produit justement par le dialogue, en fait. On ne reste pas justement arc-bouté sur ce gros livre rouge qui finalement est assez peu utile, même si on le connaît tous en pratique, je rassure tout le monde, mais assez peu utile dans notre quotidien. On va bien au-delà, on ne se met pas de frein et c'est toute la beauté, si j'ose dire, du dialogue social, c'est qu'on est challengé en permanence et par le business et par les partenaires sociaux et par la base, ce qui fait qu'on est obligé aujourd'hui d'aller plus loin. Nous, sur le sujet télétravail, on avait déjà une charte télétravail, donc on n'a pas été complètement pris au dépourvu au moment du Covid pour le personnel siège. En magasin, le télétravail est un sujet. On a du mal à justement appréhender. Donc, on a signé très vite pour le siège un accord télétravail. Donc, on est passé d'une charte à un accord, donc il y a quelque chose de négocié, donc qui était mieux disant que notre charte, parce que du coup, le Covid aidant, on est venu améliorer les conditions de télétravail des collaborateurs sièges. Et le sujet se posant pour les magasins, parce qu'on ne voulait pas opposer les catégories, on sait qu'une conseillère de vente, elle ne peut pas télétravailler. Pour autant, un directeur de magasin, dont on a besoin quand même très régulièrement sur le floor, il y a peut-être un équilibre à trouver sur un certain nombre de tâches administratives, type planning, type paye, etc. Toutes ces tâches qu'ils réalisent au quotidien, peut-être les centrer, les grouper et leur permettre de les réaliser. Aujourd'hui, c'est là qu'on va sur des temps hors du magasin. Donc, pour s'isoler et pas être dérangé, donc aller sur un autre magasin ou chez soi quand c'est possible. Et donc, on est venu, dans le cadre de notre accord temps de travail, permettre ce type de dispositifs qui sont, à notre sens, très innovants et très loin de ce qu'on aurait pu imaginer il y a encore 2 ans de ça, je pense, pour nos directeurs de magasins. Est-ce que les syndicats chez vous sont désormais, ont pris la bascule aussi? Autrement dit, est-ce qu'ils sont contributeurs, est-ce qu'ils sont force de proposition sur des sujets ou bien est-ce qu'ils sont en attente de ce que va proposer la direction? Ça, je chauffe déjà Nicolas pour la question d'après, qui va réagir parce qu'il a déjà été chauffé par Frédéric. On continue. J'ai tendance à dire les deux, avec une difficulté qu'ils ont quand même à se positionner sur comment négocier pour des cadres du siège et comment négocier pour des salariés de magasin.
et avec une difficulté à se positionner assez clairement sur le sujet, parce qu'on peut faire avancer les choses des deux côtés, mais leur électorat étant pour certains plus d'un côté que de l'autre, du coup, ça peut être un frein. Pour nous, ça l'est. C'est un frein à l'innovation sociale parce qu'on est obligé, au regard des différentes organisations du travail, d'avoir des mesures différentes. C'est un enjeu chez nous. Alors, la perche vous est tendue. Un peu, mais j'aimerais rappeler quand même que avant même la période Covid, et la période Covid l'a renforcé, il y a eu une évolution du corps social qui a été phénoménale. Et donc, on avait déjà des taux de rotation qui étaient extrêmement importants dans les entreprises, ce qui voulait dire qu'on ne faisait plus carrière dans 1, 2 ou 3 entreprises, mais qu'on évoluait énormément. Et la période Covid, le fait de vouloir à un moment réfléchir, se repositionner, tant dans sa sphère professionnelle que dans sa sphère privée, a accentué encore ce taux de rotation. Et la période d'inflation qui a débuté tout de suite derrière a contribué à rajouter encore à ce mouvement de rotation. On a un certain nombre de salariés qui pouvaient être présents depuis plusieurs années dans l'entreprise, qui à un moment se sont aperçus que pour pouvoir obtenir une augmentation, une progression dans leur parcours, devaient aller voir la concurrence et donc devaient changer d'entreprise. Donc ça a déjà un premier impact parce qu'on représente des salariés, les salariés de l'entreprise. Quand on a un taux de rotation qui est extrêmement important, d'une part, ça signifie qu'il faut pouvoir les connaître, que les mentalités forcément évoluent. Ensuite, il faut bien se dire que ces salariés qui ont franchi le pas une fois, des fois 2 fois, 3 fois, lorsqu'ils prennent l'habitude de changer énormément d'entreprises, ne vont pas forcément voir leurs représentants élus. Quand je disais que pour la branche des bureaux d'études, le taux de 51% des salariés qui sont appelés à voter, ça a nécessairement un impact sur notre légitimité et sur notre capacité à représenter les salariés. Le deuxième élément fort de la période Covid, ça a été la perte de contact avec un certain nombre de salariés. Quand du jour au lendemain, on a des salariés, alors ça s'est un peu vu dans les bureaux d'études, mais j'ai également les prestataires de services et notamment les centres d'appel qui du jour au lendemain restent chez eux et prennent leur appel de chez eux pour pouvoir les contacter, échanger, savoir ce qu'ils pensent d'un sujet comme le télétravail. Ça a nécessairement un impact sur ce que vous indiquez, c'est-à-dire notre capacité à collecter de la matière pour pouvoir ensuite aller rechercher des solutions. Et un mouvement qui existait déjà mais qui s'est accentué, c'est celui de la communication syndicale et, en bon français, notre négociation sur des accords de communication syndicale où on passe par un accord, écrit des règles et où on rentre dans une cartographie des risques de l'entreprise. C'est-à-dire, on va communiquer directement aux salariés sur des adresses professionnelles pour dire quoi et avec quel type d'échange qui peut s'installer entre un salarié et son représentant syndical. Donc, tous ces éléments font qu'il y a nécessairement un impact sur notre capacité à regarder quelles sont les problématiques des salariés, à pouvoir les rassembler, à pouvoir éventuellement les hiérarchiser et ensuite à proposer un certain nombre de solutions. Un dernier point peut-être sur le télétravail. Je pense que l'exemple est parlant, c'est qu'on est d'abord parti d'une charte, c'est-à-dire d'une décision unilatérale de l'employeur. Pourtant, je crois qu'un effort a été fourni, puisque assez tôt, un nouvel accord national interprofessionnel sur le télétravail a été élaboré, qui n'était pas très novateur par rapport à 2005, cet accord 2005 ayant été lui-même repris par le Code du travail, mais qui était là pour dire que ce sujet-là était central, qu'il fallait s'en saisir. Il fallait que dans les entreprises et les branches, les élus puissent s'en saisir et trouver des solutions concrètes. Je crois que dans les branches, et je dois en avoir 25, j'ai dû avoir 2 accords télétravail. Ça signifie que globalement, les branches sont passées au travers, ne serait-ce que pour pouvoir donner une idée de à quoi pouvait ressembler un accord télétravail, quels étaient les objectifs qu'il pouvait se proposer. Ça, je pense que les branches professionnelles sont passées au travers. Au niveau des entreprises, souvent, on a eu un ressenti de dire enfin, ils s'aperçoivent qu'un certain nombre de débats ou de documents qu'on devait faire avaient un intérêt et qui n'ont pas été faits. Il y a déjà eu une aigreur, nous, d'un certain nombre d'équipes qui nous ont dit sur ces sujets-là, on ne nous a pas écoutés. Donc là, ajouté au fait que c'était compliqué d'avoir les salariés pour avoir leur ressenti, on s'est retrouvé entre, d'un côté, l'idée
d'avoir un certain nombre de ressentis, mais pas tous, et parfois les premiers concernés. Et donc d'avoir plutôt des remontées d'aigreur, plutôt que d'avoir des remontées d'envie de la part des salariés. C'est assez compliqué aussi pour des équipes syndicales d'avoir à gérer et maîtriser ce type de configuration. On se retrouve avec la nécessité d'écrire des accords, c'est-à-dire de poser des règles qui semblent équitables, comprises et opérationnelles pour tout le monde. Et avec de notre côté, difficulté à aller voir ces salariés et à pouvoir proposer des solutions. Donc nous, en tout cas, du point de vue de la fédération, ce qu'on a essayé de faire, l'équilibre qu'on a essayé de rechercher, c'est de proposer de nouvelles solutions pour entrer en contact avec les salariés. Et je crois qu'on n'a pas terminé encore, mais je pense que c'est le cas pour une majorité d'organisations syndicales, c'est de réinventer cette façon d'échanger avec des salariés qui ne sont plus forcément sur leur lieu de travail, en tout cas leur lieu habituel. Et puis le fait de pouvoir poser des règles. La première des règles qui n'est pas toujours respectée ou en tout cas appliquée, c'est au moins d'avoir un contexte posé pour l'entreprise sur le télétravail, quels sont ses enjeux, et la liste des emplois télétravaillables, avec une explication pour pouvoir expliquer à un salarié concrètement est-ce que son emploi est télétravaillable, pourquoi il ne l'est pas, et selon les échanges qu'on a pu avoir avec les directions d'entreprise, qu'est-ce qui fait que d'un seul coup on est dans la liste ou on ne l'est pas, et quelles sont les marges qu'on peut avoir par rapport à cette situation. Donc, c'est vraiment la recherche de cet équilibre entre des attentes individuelles, on en a beaucoup parlé, des attentes qui étaient très différentes d'un salarié à l'autre, et le fait de pouvoir poser des règles qui pouvaient exister d'un point de vue macro, mais qui nécessitaient d'avoir une appropriation en entreprise qu'il a fallu rattraper à marche forcée, et avec des équipes qui ont beaucoup cravaché, même si c'était parfois après des décisions unilatérales de l'employeur. Avant qu'on démarre les questions-réponses, je pense qu'il y a aussi une préoccupation, j'ai dit une préoccupation, qui vous réunit tous les trois. C'est ce qu'on peut appeler pudiquement la crise des vocations syndicales. Parce que je connais nombre d'entreprises, ce n'est pas le cas chez Sephora et la Société Générale certainement, où leur véritable enjeu est, et c'est l'enjeu des syndicats aussi, si on n'a pas assez de candidats, alors on sait bien qu'autrefois il y avait toujours les listes titulaires suppléants, on pouvait parfois inverser l'ordre, etc. Très bien. Mais maintenant, je n'ai plus assez de candidats titulaires tout court par rapport au nombre de sièges proposés. Et là, pour moi, c'est le défi majeur parce que j'ai l'impression que la convergence commence à se produire quant à la compréhension de l'intérêt du levier que constitue la performance sociale. Mais si on n'a plus de syndicalistes, tout le monde va être très embêté. Est-ce que, de ce point de vue-là, il y a des démarches particulières qui sont lancées chez FO ou est-ce que c'est une cause perdue du fait des évolutions de société, etc. Je ne sais pas s'il y a une crise parce que 11 syndicats. Ça ne veut pas dire qu'ils avaient des listes complètes ou même des listes en fait. Voilà, c'est ça le problème. On est bien d'accord. Parce qu'on le sait que ce n'était pas le cas en fait. 11 syndicats, dont dessus pour permettre de faciliter la règle de la double majorité. Oui, c'est exactement ça. Je crois que Pôle emploi a fini ses élections. Je crois qu'il y avait 17 syndicats autour de la table. Oui, c'est très juste. Je ne sais pas s'il y a une crise du syndicalisme de ce point de vue-là. Après, on sait que. Pas des syndicats, mais des syndicalistes. Des syndicalistes. Des vocations, j'insiste bien. Des vocations. Globalement, on a, une augmentation de la proportion de cadres et une augmentation du niveau de qualification. Donc, une attention plus particulière de la part des salariés sur leur parcours professionnel qui leur fait réfléchir s'ils doivent embrasser ou non, on ne va pas dire une carrière de syndicalisme, mais au moins une étape dans leur parcours qui intègre cette dimension-là, qui n'est pas nécessairement bien valorisée, je ne veux pas dire en France, parce que dans les autres pays, ça c'est extrêmement varié. En tout cas, ça, c'est une première réponse. La seconde, c'est le taux de rotation. Je viens dans une entreprise, je ne souhaite pas y rester plus de 3-4 ans. Pourquoi est-ce que je vais m'intéresser aux élus à l'intérieur de cette entreprise? C'est ça. On n'en a même pas à se dire est-ce qu'à un moment, je vais franchir le pas et être élu ou me porter candidat à une élection, mais déjà, la première étape est celle-ci. On a des grosses entreprises où effectivement, on a des listes qu'on arrive à faire complètes encore. La question, c'est aussi tout un tas d'entreprises, des grosses entreprises, des entités qui sont de taille plus modeste, et où là, on rencontre d'énormes difficultés à pouvoir ne serait-ce qu'intéresser sur la question du syndicat, du syndicalisme, voire même, puisque c'est la première étape maintenant, de ce moment de démocratie interne dans l'entreprise qui est celui des élections.
on constate, nous, un effort des directions. On va dire c'est la loi, c'est vrai, mais un effort et une implication d'un certain nombre de directions, d'entreprises entre, on va dire, 30 et même jusqu'à 150 pour pouvoir organiser des élections. Et personne ne souhaite se présenter. C'est ça. Et les raisons qui nous sont invoquées, c'est de dire, bon, bien entendu, ça se passe bien, donc on n'a pas besoin de syndicats, on a déjà tout réglé entre nous. Ça, c'est une première réponse. Et la réponse, des salariés qui ne sont pas intéressés par ces questions parce qu'ils sont arrivés il n'y a pas très longtemps et on sait qu'ils vont repartir dans 3-4 ans. C'est ça. D'où le Syntec qui est un exemple frappant. Néanmoins, il y a une grève quand même dans une entreprise du Syntec récemment. Oui, mais c'est une grève, si je ne me trompe pas, on ne va pas dire des salariés à moindre niveau de qualification, mais c'est des salariés, je crois, à niveau Bac+2 qui Exact. étaient rémunérés un peu Exact. plus au niveau du SMIC. Exact. C'est une donne assez récente, mais la reprise de l'inflation a mis en lumière le niveau du SMIC et le niveau actuellement des premiers niveaux des grilles de classification dans les branches. Donc là, on a quelque chose d'un peu particulier qui est assez trompeur pour nous parce que la pierre nous est jetée, et on y est tous, sur 1, 2, 3 premiers niveaux de qualification et sur notre légalité, ce que le ministre appelle notre conformité au niveau du SMIC, qui n'a pas le même objet et qui aboutit à devoir nous focaliser sur le premier niveau de la grille de classification de branche, alors que derrière, il peut y en avoir 11 ou 12. Il y a un certain nombre de salariés qui ne comprennent pas pourquoi on met en lumière le niveau du SMIC qui de toute façon s'applique puisque c'est la loi, et pourquoi on ne se préoccupe pas des autres niveaux, et notamment des niveaux cadres. C'est ça. Ouais. Donc là, on se retrouve pris dans des paradoxes, et là, on sort de la conférence sociale, on a une menace et des courriers qui sont envoyés par le ministre du Travail qui dit que vous avez jusqu'au mois de juin, jusqu'au JO, pour pouvoir négocier des accords de branche et pour pouvoir avoir votre premier niveau qui est au niveau du SMIC. C'est une forte ambition. Quand on connaît normalement l'ambition des branches professionnelles et ce qu'on appelle maintenant les salaires minima hiérarchiques, c'est-à-dire d'assurer un socle qui permet aux différentes entreprises au moins d'un même secteur d'activité, de ne pas se faire de compétitivité sur les coûts salariaux. Ah oui, tout à fait. Ils ont ouvert là un chantier qui est loin d'être terminé et avec des conséquences intéressantes. Exactement. Et ça ne traduit pas, alors ça met en lumière le niveau branche, mais sur une problématique qui normalement n'est pas la sienne. C'est ça. Ça ne met pas en lumière le travail qui devra être fait sur les grilles de classification et sur les minima salariaux sur l'ensemble des autres branches et sur le résultat ensuite, sur la réappropriation qui doit se faire au niveau de l'entreprise. Peut-être plus un effet de communication. Je propose de passer maintenant aux questions de nos spécialistes ici présents. Bon, allez-y. Vas-y, c'est nous. Alors moi, j'ai une question pour Madame Brunu, parce que je vais commencer mes négociations du PAP la semaine prochaine et avec 11 organisations syndicales. Ma question, c'est est-ce que vous avez signé? On a signé un PAP, mais pas à la condition de majorité requise. On avait 5 signatures, il nous en fallait une de plus. Donc là, on est passé devant la Driette. C'est bon. Pierre-Yves Briard, PRS, SNCF Connecting Tech. J'ai une question pour Nicolas sur la part laissée à la concertation salariée avant les négociations collectives, où on voit que les médias indiquaient que les syndicats étaient contre le référendum salarié. Est-ce que vous tentez de participer et plus on a pu mettre en place dans notre entreprise aujourd'hui, et précédemment c'était pas possible, de consulter les salariés avant les négociations collectives et d'en avoir vraiment une grosse consultation sur 4 mois avant d'ouvrir les négociations. Est-ce que, côté syndicat, branche syndicale, il y a une posture par rapport à ça? Notre positionnement, c'est de dire que ça prend un petit peu notre rôle. Alors, on ne peut pas d'un côté empêcher une direction d'entreprise de consulter des salariés sur un sujet. Et en même temps, c'est notre rôle de savoir ce que peuvent penser les salariés. Donc, j'entends le fait que dans la mesure où on est dans une concurrence, on ne représente pas nécessairement tous les mêmes salariés au sein d'une entreprise, mais c'est quand même notre rôle de pouvoir aller recueillir les éléments des salariés qu'on va représenter. Après, dans votre question, j'entends la différence entre le référendum avant une négociation et le référendum pour faire passer un accord, ce qui est assez différent. Moi, je pense que, je n'ai pas de sujet sur le fait qu'à un moment, chacun puisse aller rechercher
comment dire, des informations avant un débat et qu'ensuite il puisse y avoir une confrontation. En tant que tel, ça ne me gêne pas à partir du moment où on essaie d'être à peu près à égalité d'armes, c'est-à-dire que nous, on a aussi la capacité à aller rechercher des facilités pour aller rechercher l'information auprès des salariés. Parce que lorsqu'il y a une dissymétrie, une asymétrie des moyens, souvent, ça crée des frustrations qui ne sont pas propices derrière à une négociation. En revanche, lorsqu'il y a eu des représentants syndicaux qui ne signent pas un accord, ensuite on passe par un référendum pour faire passer cet accord, là, clairement, on va dire que la direction prend ses responsabilités. Mais je pense que pour des organisations syndicales, ce n'est pas comment dire, la meilleure manière de parvenir à un accord et à des règles qui s'appliquent dans l'entreprise. Le référendum est toujours un fusil à un coup. Et surtout, ce qui est très intéressant, c'est qu'il laisse forcément des traces dans la relation sociale, puisque la caractéristique du dialogue social, c'est qu'à la prochaine négociation, il y aura peut-être un accord extrêmement important à signer par FO. Et Nicolas dira, c'est dommage, l'accord, c'est vrai, très important, mais avant, il y a un référendum qui m'a planté, donc au revoir. Ça se passe un peu comme ça, parfois. On n'est pas revanchard. Et Mais vous avez de la mémoire. On a de la mémoire. Après, moi, ce que je dis aux équipes, parce que moi, je ne suis pas en entreprise, hein, d'abord, vous avez fait un point au début de l'intervention assez précis sur les termes qu'utilise FO. Oui. Et donc, un des termes, c'est qu'on n'est pas des partenaires en entreprise, on est des interlocuteurs. Exactement. Donc, on a une légitimité qui passe par l'élection. Nous, on désigne et ensuite, on a une équipe qui n'est pas là pour être un partenaire, mais qui est là pour décider de sujets. Soit l'accord lui convient et auquel cas, elle défend l'accord, elle signe et défend l'accord. Ouais. Soit il ne lui convient pas et l'équipe, on explique pourquoi ils n'ont pas signé l'accord et quels sont a priori ses défauts. Et la troisième règle, c'est qu'on est légaliste. À partir du moment où une règle a été posée, elle s'applique. Alors, il peut y avoir des recours parfois devant les tribunaux, mais lorsqu'elle s'applique, elle est pleinement applicable. Il n'y a pas de guérilla dans les entreprises. Comme je le dis, après, on parle de la pratique contractuelle. Ça veut dire que nous, on a des élus dans l'entreprise. Ce sont eux qui sont en pleine responsabilité. Moi, quand il y a eu un référendum, je me rappelle de la direction qui l'a fait passer. Pour autant, je dis à mes équipes, vous êtes en pleine responsabilité. Il faut aussi voir à un moment pourquoi il y a eu ce référendum, quelles sont les conséquences qu'il faut en tirer des deux côtés. Et ensuite, ça ne doit pas présager de futures négociations. Et j'irai même plus loin. Moi, je suis assez réticent sur le fait de négocier un sujet en contrepartie d'un autre. Je pense que lorsqu'on se réunit autour d'une table pour un sujet, on essaie de retrouver un accord qui peut être équilibré. Des fois, suivant les thèmes, il est plus ou moins équilibré. Mais en tout cas, moi, je leur dis, c'est toujours un accord, c'est toujours un tout. Lorsque vous apposez votre signature, vous êtes là pour défendre cet accord et vous le défendez au regard de ce que vous avez porté et de ce qu'il y a à l'intérieur de cet accord. Et il peut y avoir des relations dans l'entreprise qui ont évolué dans le temps. Même si ça peut toucher les équipes, ça ne doit pas avoir d'impact sur les négociations ultérieures. Entendu, merci. On arrive sur la fin de notre intervention. Une dernière question, peut-être. Une dernière question, peut-être. Si on n'a pas, je te laisse conclure. Oui, écoutez, d'abord, merci à tout le monde pour votre présence à nos côtés aujourd'hui. Merci à nos intervenants. Donc, un débat semi-contradictoire, on va dire ça comme ça. Donc, voilà, moi, j'ai apprécié. Alors, je ne suis pas un spécialiste du management et des relations sociales, hein, mais c'est vrai que j'ai appris beaucoup de choses aujourd'hui à vos côtés. Et en tout cas, je reste assez convaincu par rapport à ce que je vous disais en introduction, qu'on est sur le bon créneau chez GS dans cet équilibre entre la performance économique et la performance sociale. J'ai compris qu'on ne parlait pas forcément toujours de partenaires sociaux. Voilà, c'est bon, voilà, par rapport à FO, par rapport à une sorte d'interlocuteur. Bon, c'est une façon de voir les choses. Pour aller plus loin, je voudrais apporter deux éléments de conclusion. D'abord, on va animer avec l'équipe de Jean-François un certificat qu'on a appelé Level Up autour de l'animation au printemps. Voilà, donc qui aura lieu à co-animé par les intervenants IGS et les intervenants Cardinal Sud. Donc sur des sujets autour de la qualité du management du risque social en entreprise. Donc sur un programme de formation qui s'étale de mars à juillet, en approche hybride avec du distanciel, du présentiel, des ateliers,
une période d'immersion en entreprise. Donc, on informera toute la communauté GS du lancement de ce programme et la possibilité de s'inscrire sur ce programme. Et puis, deuxième sujet, on a relancé la dynamique des matinales avec Jean-François et son équipe. Donc, on se retrouvera au moins 2 fois dans l'année, avant septembre l'année prochaine. Donc, on va faire en sorte qu'on ait ce cycle d'échange tous ensemble pendant 3 fois par an. Voilà, et moi j'ai obtenu des sujets là qui pourraient faire l'objet peut-être d'un prochain débat à approfondir. Moi, la question des, comment vous appelez ça, des ERG, voilà, me semble être un sujet important à approfondir. J'ai bien compris qu'il y avait un cadre légal, qu'il y avait le code, etc. Mais il me semble qu'il y a des sujets sociétaux qui sont en train de débarquer dans l'entreprise, qui sont latents et pour lesquels il y a un besoin de réponse. Je ne présume pas de ce qu'on fera avec Jean-François la prochaine fois, mais ça pourrait être une façon de creuser. Sans décrédibiliser les syndicats, voilà, si tu reviens là-dessus. C'est à droite de cœur de Nicolas. Donc, voilà. Merci encore à toutes et à tous. Et puis, écoutez, Jean-François. J'ai juste un mot de conclusion, parce que Céline est là, et c'est Decathlon qui nous a fait connaître. Et chez Decathlon, il y a une figure qui fonctionne très bien pour faire comprendre que la performance, ça marche bien. C'est de dire, un manager, il a 2 jambes. Performance humaine et sociale, performance économique et financière. Et, oui, industrielle, si vous voulez, pour les emplois de ce type. Et je pense que Frédéric a beaucoup insisté là-dessus, et Gaël également. Lorsque le manager est investi du fait qu'il a ses 2 jambes, et qu'il passe en permanence de l'équilibre au déséquilibre, là, on a gagné. Celui qui est exclusivement dans la performance économique et financière, en général, ça ne se passe pas bien, vous avez de l'absentéisme, du désengagement, des RPS, tout ce que vous voulez. Et celui qui est exclusivement dans la performance humaine et sociale devient assistant social ou assistante sociale, ce qui est sympathique, mais tout à fait autre chose. Et c'est vraiment cette notion d'équilibre qu'on voit apparaître aujourd'hui dans la notion de performance sociale. C'est ça qui me paraît absolument décisif. Et lorsqu'on travaille avec des entreprises étrangères, j'étais la semaine dernière avec une entreprise anglo-saxonne, c'est formidable. Il y a un grand moment à chaque fois de solitude pour les comités de direction françaises. C'est comment expliquer à des étrangers, fussent-ils nos cousins, le social en France. Et là, c'est un gros boulot et on se régale, surtout quand c'est en anglais ou en autre langue. C'est formidable. On leur rappelle qu'aux États-Unis, par exemple, le social a une importance colossale, contrairement à ce qu'ils veulent bien dire, et que quand vous avez un syndicat dans une entreprise aux États-Unis, son premier job, c'est de négocier une convention collective. Il ne faut pas oublier qu'en France, je crois, Nicolas, 96% des salariés sont couverts par une convention collective. C'est le pays numéro 1 au monde en la matière. Donc, le social, d'un point de vue légal, est construit, parfois trop, mais il est construit. Il reste à le mettre en œuvre. Voilà ma conclusion. Et merci infiniment merci à Gaël, à Nicolas, à Frédéric. Merci, bonne journée à tout le monde.